Salut les devins, c'est Seki, on se retrouve aujourd'hui pour mon analyse complète du nouveau trailer du film Dragon Ball Super Super Hero. Nouveau trailer qui a été révélé à la New York Comic Con et qui, au-delà de ces 50 petites secondes d'affichage et de durée, nous permet, en prenant le temps de s'arrêter sur les bonnes images et de lire entre les lignes, d'y remarquer pas mal de choses, de comprendre beaucoup d'éléments par rapport au scénario, et également en matière d'easter egg, de références ou encore même de secrets de conception. La date de sortie du film Super Hero quant à elle n'a toujours pas bougé, elle est toujours fixée à 2022. Aucune période, aucun mois, aucun jour précis n'a été donné, si ce n'est le fait que des négociations sont faites pour que le film ait peu de décalage entre sa sortie occidentale et japonaise, et que l'année 2022 apparaît comme certaine pour une sortie au Japon. Et en parlant de Japon, on est nombreux à vouloir regarder le contenu qui s'y trouve et qui est malheureusement bloqué en France. Et je remercie aujourd'hui Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Je me sers d'un VPN depuis quelques années, aussi bien pour ma chaîne YouTube que personnellement. J'ai pu voir l'anime Dragon Ball Super officiellement sous-titré en anglais chez Crunchyroll Amérique, chez Funimation, le film Dragon Ball Super Broly sur Netflix au Royaume-Uni, et encore aujourd'hui je regarde les épisodes de Super Dragon Ball Heroes sur la chaîne YouTube officielle japonaise. Au-delà de ça, je m'en sers aussi pour sécuriser ma navigation quand je suis dehors en 4G sur mon téléphone pour pas balancer toutes mes infos sur un réseau public par exemple. Et du coup Surfshark est venu me présenter leurs services et ils sont super pratiques rapides, accessibles, évidemment sur PC et mobile, mais ce qui m'a tapé dans l'œil dans leur offre, ce sont notamment les applis Xbox, PlayStation ou encore Amazon Fire Stick que l'on peut emporter partout. Le prix est assez bas et sans perte de vitesse. En parlant de tarifs, Surfshark va en mode dépassement des limites à la Son Goku en vous proposant une promo de 83% si vous passez par mon lien qui est en description et que vous utilisez à la fois mon code SAIKYO. Ça peut vous faire descendre l'abonnement à 1,99€ par mois et vous allez même débloquer en plus de ça l'Ultra Instinct car 3 mois vous sont offerts avec ce même lien et ce même code tout en bénéficiant de leur garantie satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Comme ça, vous ne risquerez rien à essayer et à vous faire un avis par vous-même. Merci à Surfshark et merci à ceux d'entre vous qui tenteront l'expérience. Alors c'est un vrai plaisir de pouvoir se remater à volonté Dragon Ball Super l'anime, Dragon Ball Super Broly le film, mais parlons-nous de ce qui va nous arriver prochainement et qui vient de nous être révélé avec le trailer. Contrairement au premier teaser, ce trailer a été confirmé comme nous présentant des scènes qui seront incluses dans le film. Ce ne sont pas des scènes inventées pour le trailer, donc on peut déjà commencer à apporter un premier degré d'analyse par rapport à celui-ci. Concernant mon avis, est-ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. ou encore d'autres théories prédictions qui seraient plus ciblées par rapport à certains sujets, eh bien d'autres vidéos sont en cours de préparation et arriveront très bientôt sur ma chaîne YouTube. Le trailer de la New York Comic Con ouvre le bal avec de la 3D, de la CGI et le terminera d'ailleurs. L'intégralité du trailer est en 3D. Selon les passages, plus ou moins d'efforts 2D ont été apportés. Ce que j'entends par effort 3D est tout simple, c'est qu'il y a des modèles 3D qui, à l'instar d'un jeu vidéo, sont créés, sont animés, et selon les plans et les séquences du film, le réalisateur par exemple va décider de lui apporter plus ou moins de retouches pour que ça ressemble plus ou moins à un film traditionnel d'animation 2D. Pour illustrer cela, sur le visuel de gauche, on se rend compte aisément que cela est de la 3D, notamment au niveau du véhicule, et les personnages ont reçu quelques effets pour ressembler un petit peu à des personnages traditionnels, mais on pourrait plutôt les apparenter à du Dragon Quest par exemple, qui est sous le chara-design de Toriyama, qu'à un ancien film Dragon Ball. Tandis que le visuel à droite de Son Goku est lui aussi de la CGI et de la 3D, mais il a été fortement retravaillé par un animateur 2D pour donner une impression un petit peu plus traditionnelle. Ce que l'on comprend à la vue de ce premier trailer, et on jugera sur pièce quand on aura le film, mais le message envoyé par ce trailer est que, un petit peu à l'instar du film Dragon Ball Super Broly, qui avait des disparités entre le fait que le style des divers animateurs avait été a priori volontairement, selon une interview du réalisateur, pas harmonisé du tout, c'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on ressentait la patte d'un animateur qui certes réemployait le chara-design de Shintani, mais à leur sauce, et le travail d'harmonisation nous a paru léger. On pourrait alors s'attendre à quelque chose de similaire dans le film Super Hero, mais d'une manière un petit peu différente, dans le sens où la 3D ne recevra pas toujours, pas tout le temps, pas dans tous les mêmes passages du film, le même post-traitement 2D. En parlant de ces personnages qui ouvrent le bal dans le trailer, à savoir celui qui porte des lunettes, celui qui est plutôt petit de taille, assez rondouillé et qui porte un regard assez sombre et maléfique, en arborant un H au niveau du haut du zip de sa veste, ont tendance à fortement nous rappeler des personnages que nous connaissons déjà de Dragon Ball, ou plus particulièrement de Dragon Ball Z, le film de Bio Broly, à savoir Jaguar et son cousin Men Men. On peut même se demander si ce personnage que vous voyez apparaître à l'écran, appelons-le H pour le moment, ne serait pas une sorte de mix à la fois de Jaguar
et du Dr Collie qui l'accompagnait, étant donné que sur un autre visuel, on voit qu'il a eu au moins un passé de scientifique. Est-ce volontaire ou non d'avoir des références au film Bio Broly? Difficile à dire, mais on se rappellera que dans une déclaration d'Akira Toriyama promotionnelle pour le film Dragon Ball Super Broly de 2018, il nous avait révélé avoir vu le film Broly premier du nom Dragon Ball Z pour pouvoir en faire une réécriture version Super. Est-ce que dans cette lancée, Toriyama n'aurait pas vu également les deux autres films, avec le retour de Broly et Bio Broly? En tout cas, ce visuel en mode scientifique m'intéresse énormément. Il m'intéresse beaucoup par rapport à un personnage dont il n'a été discuté absolument nulle part, et sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans une vidéo séparée. Mais en tout cas, bon, le fameux H qui est en scientifique, nous avons de l'autre côté de l'écran celui qui conduisait sa propre voiture, et ce personnage a été mentionné durant le panel de la New York Comic Con, mais il y en a un dont on n'a pas parlé du tout. Et cela me laisse penser que l'on a tendance à noyer un petit peu le poisson autour de lui, qu'il pourrait être beaucoup plus important que l'on ne le croit. Ce film porte le sous-titre de super-héros, et lorsque je regarde ce personnage, j'y vois clairement le design que l'on peut se représenter un petit peu cliché du super-héros. Ce personnage habillé en violet et en noir pourrait être alors tous les fondements du film super-héros. Par exemple le père de H qui serait décédé pour une raison ou une autre, ce qui aurait pu le faire tourner du côté du mal. Regardez le vêtement que porte H dans le présent. On constate qu'il porte exactement les mêmes couleurs, violette et noire, que ce présumé super-héros du passé, avec la lettre H qui pourrait être là pour le terme de héros, et un regard qui s'est nettement assombri, avec beaucoup plus de cernes, comme si ce personnage avait changé. Il y avait une scission entre l'époque où il était scientifique et aujourd'hui. À l'époque, il semblait moins fatigué, moins aigri, moins maléfique, et surtout ne donnait pas l'impression d'avoir quelqu'un à chérir ou d'avoir perdu quelqu'un. Tandis que là, c'est tout l'inverse, déjà au niveau de son faciès beaucoup plus sombre, mais aussi au niveau de ses vêtements, qui semblent être là à but honorifique. Sa veste indiquant la notion de héros, le sous-titre du film nous parlant de super-héros, on pourrait se dire que les motivations de ce personnage seraient de ramener l'ancien héros et d'en faire une version améliorée, à savoir un super-héros. En tout cas, nul doute que sa passion va être trop dévorante et qu'il devrait tourner du côté maléfique, peu importe le bien fondé de ses intentions originelles. Alors durant les premières scènes qui nous sont offertes par ce trailer, on remarquera, et vous l'avez tous déjà remarqué, que le personnage auquel H s'adresse, qui peut nous faire penser à une version plus âgée de Giovanni dans Pokémon, porte le logo, le petit écusson du ruban rouge. L'armée du ruban rouge est de retour, et cela n'est pas sans rappeler une histoire relativement récente de la part d'Akira Toriyama. Une histoire que nous avons connue dans le jeu vidéo Dragon Ball Online. D'ailleurs, vous avez été nombreux à trouver que la 3D de super-héros pouvait ressembler sous certains aspects à l'opening du jeu Dragon Ball Online. Mais en tout cas, en matière scénaristique, il y a aussi ressemblance, car dans cette histoire-là, grandement écrite par Akira Toriyama, il y avait le retour de l'armée du ruban rouge, sauf qu'elle portait un autre nom, à savoir l'armée du pantalon rouge. Je vous proposerai très sûrement une vidéo pour vous expliquer leur histoire, mais sachez que principalement, ils ont eu pour propos, dans le jeu Dragon Ball Online, de créer énormément de nouveaux cyborgs et androïdes. En tout cas, c'est un propos que Akira Toriyama veut remettre sur le devant de la scène, et on peut comprendre aussi que cela soit doublement motivé, étant donné que durant le panel, Monsieur Hayashida, le producteur, nous a dit que pour l'occasion, il avait relu tous les tomes de Dragon Ball et qu'il avait envie de proposer à l'intérieur de Super Héros un film qui reprenne ce qui a fait l'attrait originel de Dragon Ball. Et il est vrai, si vous n'avez lu ou que vu Dragon Ball Z, eh bien qu'à l'époque où Son Goku était petit, dans les tout premiers tomes de Dragon Ball ou dans l'animé Dragon Ball sans le Z derrière, que l'armée du ruban rouge y était extrêmement prépondérante et a fait un retour fracassant dans Z avec C17, C18, Gero, C19 ou encore Cell. Nous avons donc là une conspiration, une réunion au sommet du côté maléfique, et on pourrait se dire alors que le H est plutôt la tête pensante, l'ancien scientifique ayant mal tourné, mais ayant également pu reprendre les rênes du commandement du ruban rouge, tandis que l'autre serait son second et surtout son apport et son soutien financier et logistique. Mais ce personnage est-il seulement un soutien? On peut se poser la question. Étant donné que si l'on regarde bien du côté du conducteur, qui lui aussi aura très sûrement sa part à jouer et son rôle dans le film, on se rend compte qu'il y a au devant de la voiture une petite statuette, comme on peut en retrouver dans diverses voitures avec une tête de chat ou de chien qui bouge, sauf que celle-ci est à l'effigie de ce entre guillemets Giovanni. Et on remarquera même que le conducteur va même appuyer sur sa tête ou quelque chose du genre, et en ces mêmes passages du film, on peut se rendre compte que le petit H ne porte aucun écusson, en tout cas apparent, peut-être qu'il en a un sous sa veste, de l'armée du ruban rouge. Serait-ce une phase en fait de rapprochement entre les deux entités, celle de H et du ruban rouge, qui va mener
un tout petit peu plus tard dans le film à la fusion entre les deux, à une sorte alors d'assimilation d'une société envers une autre, pour en créer une encore plus dangereuse, maléfique et puissante. En quelque sorte, l'armée du ruban rouge ne serait plus que l'ombre d'elle-même, car elle aurait de grands moyens financiers, mais n'aurait plus aucun grand scientifique de renom, et Ash pourrait être ce qui leur manque cruellement, un nouveau Dr Gero. Et ces plans maléfiques, nous commençons à les voir se dessiner, car nous avons quelques plans très intéressants. Ils sont arrivés, ce groupe de méchants à destination, et apparaissent devant une gigantesque machine, une machine sur laquelle on peut y voir à la fois les visages de Son Goku, de Vegeta, ou encore de Majin Buu. À la fin du trailer, on en reparlera plus tard, également de Mister Satan, avec les caractéristiques techniques sûrement taille, poids, âge, date de naissance de ces personnages-là et d'autres données biométriques, leur nom qui est inscrit, mais surtout on voit que leur apparence est changée. Ils ont l'air méchants, donc on comprend qu'il y a quelque chose d'étrange. Est-ce la création de nouveaux androïdes, de nouveaux cyborgs? Est-ce tout simplement une manipulation? Cette nouvelle organisation s'articulant autour du ruban rouge aurait-elle besoin de faire passer Goku et ses amis pour des êtres maléfiques, un petit peu comme les Hitters dans l'arc Granola, et qu'ils auraient besoin alors de convaincre Gamma 1, qui sont les nouveaux personnages, bien sûr, Gamma 1 et Gamma 2, de pouvoir se faire embaucher en quelque sorte en tant que chasseurs de primes. Gamma 1 et Gamma 2 pourraient être alors des sortes de super-héros, ça collerait au thème du film, ça collerait à leurs attributs en matière de cape et le casque, ça collerait également au visuel à la fin, quand Gamma 2 prend une pose un petit peu à la Great Saiyaman, rappelons les Super Sentai et les super-héros, et ça pourrait faire du sens également en matière d'analyse avec les figurines qui ont été révélées. On remarquera que Gamma 1 et Gamma 2 n'ont pas l'écusson du ruban rouge sur ces figurines-là, et on sait très bien que la production de figurines est quand même très bien ficelée au Japon, pourquoi alors ne pas l'avoir mis? Tandis que dans le film, on peut se rendre compte à quelques reprises que l'écusson apparaît bel et bien brodé sur leurs bras, ce qui pourrait nous mener à penser que, à l'instar de Ash, qui est en train de rencontrer quelqu'un du ruban rouge et qui pourrait se rattacher à eux d'une manière ou d'une autre, que également Gamma 1 et Gamma 2 ont besoin d'être convaincus pour pouvoir adhérer à la mouvance ruban rouge. Et que pourquoi pas le ruban rouge devrait mentir un minimum à propos de leurs intentions pour pouvoir capturer des informations de l'ADN, pourquoi pas, voire même les personnages entiers tels que Buu, Goku ou encore Vegeta. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes les promesses que ce film nous a fait, mais parmi l'une d'entre elles, il y a la fidélité, en tout cas une fidélité accrue au manga originel Dragon Ball et à la volonté d'Akira Toriyama. Alors même si l'on sait que Akira Toriyama lui-même nous disait qu'il n'y avait pas vraiment de code couleur à respecter, et que c'était pour cela que l'on pouvait se retrouver avec une Bulma aux cheveux bleus, violets, par-ci par-là, car lui-même pouvait avoir tendance à oublier ce qu'il avait mis précisément, et qu'il voulait surtout retirer une tendance artistique et non un élément en particulier, mais du côté Toei Animation, ils veulent séduire et faire plaisir aux fans, et c'est ce que l'on constate, quitte à remettre en cause ce qui a toujours été fait dans les versions animées et films de Dragon Ball Z et Super jusqu'à présent, avec notamment le changement de couleur sur Piccolo, entre autres. Il y a aussi une nouveauté que l'on constate ici, qui vient se coller aux couleurs originelles du manga d'Akira Toriyama, à savoir la langue de Majin Buu et sa bouche en général. Vous remarquerez qu'elle flirte plutôt avec le bleuté. C'est quelque chose qui se retrouve dans les colorisations officielles du manga, mais que vous ne retrouvez pas dans l'anime Dragon Ball Z par exemple, ni Super, alors que pourtant la vraie couleur est celle que Super Hero est en train de nous montrer. Mais leur plan ne semble pas s'en arrêter là, car on remarque qu'il y a des inscriptions autour de cette machine. On peut remarquer qu'il est écrit CAM, donc caméra, avec des numéros A72, C66, D32, E91 et j'en passe. Ce sont alors donc des caméras de surveillance, d'observation, mais qu'observent-elles? On pourrait se demander si cela serait des mondes, des lieux, mais on pourrait aussi se demander si ce ne sont pas des caméras d'observation de futures créations, de futurs androïdes, cyborgs et êtres artificiellement créés. D'ailleurs, pour aller plus loin sur le sujet de réflexion, venons-en justement au cas de Mister Satan. Celui-ci n'est pas présenté à la suite de Goku, Vegeta et de Buu, mais il est à la toute fin du trailer. Faites attention car parfois certaines chaînes YouTube qui le repostent ont oublié de mettre ce passage-là, mais il est important. Et on y remarquera qu'il y a un incubateur avec le numéro 1, le même que celui de Gamma 1, d'inscrit. Et un incubateur qui ressemble presque comme de gouttes d'eau à ceux de C17, C18 ou encore de C16. Malheureusement, il n'y a pas d'inscription de C66, E91 ou D32, mais on pourrait alors se demander à la vue de cela si Gamma 1 et 2 n'ont pas été eux aussi créés par le ruban rouge, voire capturés et modifiés par ces derniers pour qu'ils se mettent à servir leur cause. D'ailleurs, on aura remarqué que Monsieur Akio Yoku, qui est producteur exécutif sur le film, a hésité à nous répondre durant la New York Comic Con de nous dire s'ils étaient gentils ou méchants. On peut s'attendre alors à des personnages qui servent le camp du mal,
mais qui ne serait pas foncièrement méchant pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui. Ce qui fait le parallèle d'ailleurs avec le film Bio Broly que j'ai évoqué au début, dans lequel ce même Satan avait également pas mal de temps d'apparition et de relative importance dans le scénario. Pour poursuivre, je ne m'éterniserai pas dans les plans dans lesquels on voit Giovanni, comme je l'ai surnommé, et Ash en train de déguster ce qui ressemble fortement à un Oreo, ni même en train de se casser une molaire à vouloir croquer des glaçons depuis son gobelet. Cependant, je prendrai quelques secondes pour discuter de ce plan-là, avec un décor, il faudrait le remarquer quand même, qui est assez plaisant, mais surtout on y voit un vaisseau. On pourrait penser que c'est celui des ennemis, peut-être de Gamma 1 et 2, mais j'ai tendance à penser que cela serait plutôt un vaisseau de Bulma, en sachant que le code couleur qui a été utilisé ressemble fortement à celui de la capsule Corp. A la suite de cela, il y a quelques plans qui m'interpellent, en particulier concernant Gamma 2 et la fameuse attaque que Piccolo va subir. On a l'impression dans ce trailer, et peut-être que cette impression est justifiée, qu'on le voit en train de charger une attaque plongeante, on le voit également en train de charger une attaque visiblement de Ki, qu'il va lancer sur quelqu'un. Il a l'air assez confiant d'ailleurs à ce sujet, et plutôt souriant, pourquoi pas. Et le trailer, après nous avoir montré quelques extraits autour de Pan et de Son Goku, va directement nous montrer Piccolo. Piccolo qui est dans sa zone de méditation, on remarquera qu'il est au sommet d'une petite colline, de laquelle il réussit grâce à son Ki à extraire un morceau de terre qui est complètement décollé, qui est en lévitation. C'est assez classe d'ailleurs à le voir sur ce plan sur le côté, et Piccolo se fait attaquer par diverses vagues de Ki, assez bleutées, ces mêmes vagues de Ki qui ne vont l'interpeller qu'au dernier moment. Et sur ces plans-là, je me pose beaucoup de questions. On sait que les trailers aiment nous mener en bateau, et je me demande alors pourquoi est-ce que Piccolo ne s'alerte de l'attaque qu'à ce moment-là. Pourtant, Gamma 2 n'a pas l'air d'être très discret, ne serait-ce qu'avec son mouvement d'air. Pourquoi est-ce que Piccolo ne ressent pas le Ki de Gamma 2? Et là, ça pourrait nous mener vers la piste justement de l'humain artificiel. Mais aussi et surtout, ce qui m'interroge, c'est le fait que l'attaque chargée de Gamma 2 est plutôt jaune, tandis que celle que reçoit Piccolo est à mi-chemin entre le blanc et le bleu. Et surtout, elle est disparate, elle est éclatée, alors que Gamma 2 semblait charger une attaque unique. Et quand on se dit que l'on a affaire à de nouveaux adversaires d'envergure en Gamma 1 et Gamma 2, et que ces derniers cherchent au moins à mettre Piccolo KO, on pourrait se dire que leur attaque de Ki serait bien chargée. Pourtant, les dégâts ne semblent pas si énormes que ça. On remarquera que seule la plateforme sur laquelle Piccolo médite a été explosée et que toute la colline en dessous de lui est pour le moment intacte. L'attaque qu'il a reçue ne me semble pas si puissante, et en fait, mes très chers devins, cette réponse vis-à-vis de Gamma 2, on l'a peut-être, et cela passe potentiellement par un petit subterfuge, à savoir l'arme que possède Gamma 2. On voit qu'il va la dégainer, et on voit ensuite qu'il va constater les dégâts que cette dernière vient de faire. Bon, sur Piccolo, il se demande s'il l'a eu ou pas, en tout cas il a l'air de jubiler, peut-être même qu'il croit l'avoir eu avec un coup si petit et si faible, et là la scène se reconstitue. Gamma 2 est potentiellement de nature androïde robotisée, et donc son Ki n'est pas perceptible comme C17 et C18, ses mouvements ont été suffisamment fins pour que Piccolo ne les détecte pas, et ça je pense qu'on peut l'accepter si Gamma 2 a un bon niveau. Il s'est rapproché de lui, a dégainé son pistolet pour faire le moins de bruit possible. On remarque que son pistolet est bleu, connaissant les codes couleurs employés par les japonais, ça ne serait pas alors étonnant que son pistolet tire des rayons qui soient blancs et bleus. On peut comprendre pourquoi il y a plusieurs formes de tir, ou alors un tir multiple, car ça serait son arme et non son attaque de Ki qui se serait démultipliée. Ça expliquerait alors l'effet de surprise sur Piccolo. Il ne pouvait à la fois ni sentir Gamma 2, ni l'énergie dégagée par le pistolet, car elle restait elle aussi cybernétique. Malgré tout, Piccolo reste un expert, donc il a senti que quelque chose arrivait vers lui, et puis il y a quand même les lueurs de cette énergie du pistolet qui se dégage et qu'il a pu apercevoir. Ça explique également pourquoi ce n'est que la plateforme de Piccolo d'entraînement qui a été pété et non pas toute la colline, parce que ça ne reste qu'une arme, qu'un pistolet, et un pistolet ne peut pas non plus détruire des planètes. Et derrière, vu que Piccolo va très sûrement y survivre, et je l'espère de tout cœur, un réel combat va s'ouvrir lorsque l'on voit Gamma 2 utiliser ses propres points et charger une réelle attaque. Le nouveau niveau d'analyse pourrait d'ailleurs se combiner avec les nouveaux visuels que l'on aperçoit à la fin du trailer, qui font vraiment très jeux vidéo, y compris avec les défauts des jeux vidéo. Si vous regardez le bras, au niveau du triceps en particulier de Piccolo, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. On dirait les sortes de déformations des modèles 3D dans les anciens jeux vidéo. Mais en tout cas, on voit que Piccolo va être surpris de ce qu'il se passe, va se remettre en mode de combat et qu'il va avoir un gros plan sur son œil, comme s'il y avait un choc. Est-ce qu'il pense en avoir fini avec Gamma 2? Ce dernier se relève ou se fait accompagner de Gamma 1, fusionne avec Gamma 1 pour donner lieu et naissance à Gamma 3 et vont tassener un coup absolument fulgurant et déterminant sur Piccolo. Et donc sur ce plan-là, Piccolo serait blessé. Au sujet de Pan, mis à part le fait qu'elle est extrêmement mignonne et prometteuse pour l'avenir de Dragon Ball et qu'on va s'en parler dans une autre vidéo,
J'aimerais brièvement revenir sur le cas de son fameux t-shirt, le fameux GTH. Déjà, regardons le logo. Le logo représente quelque chose d'assez diabolique, démoniaque. C'est un logo que l'on peut retrouver de manière relativement similaire sur les vêtements que porte Videl, sauf qu'elle n'avait pas la mention de GTH, et sans faire l'effort d'y mettre l'accent, GTH est là pour Go to Hell en anglais, va en enfer. Pourquoi alors la référence de l'enfer, me direz-vous? Tout simplement car c'est quelque chose de famille. Mister Satan est là en référence au diable. Mais attention, ceci n'est que son pseudonyme. Son vrai nom est Mark. Sauf que Mark en japonais, c'est Mahaku, à peu près comme ça. Je ne suis pas japonais de naissance, vous le savez. Mais du coup, si on replace les lettres dans l'ordre, M, 2A-K-U, ça donne Akuma. Akuma, vous le connaissez dans Street Fighter, qui est là pour faire référence au diable en japonais. La propre mère de Videl, la femme de Mister Satan, s'appelait Migeru. Et Migeru, c'est pour Miguel/Miguel, qui est là en référence dans certaines religions monothéistes pour représenter un archange. De son côté, Videl, si l'on remet les lettres en place, est à son tour là pour représenter le diable car son nom veut dire Devil, Videl, Devil. Du côté de Pan, c'est difficile de lui accorder un jeu de mots par rapport à une divinité ou alors par rapport à un être démoniaque. Déjà parce que Pan en japonais ça veut dire pain, mais je pourrais tout de même vous faire remarquer que Pan en mythologie grecque, et malgré tout dans certaines traductions comme la traduction française, Mister Satan s'appelle Hercule, directement tiré du grec, et bien en grec, Pan fait référence à une divinité de la nature. C'est très éloigné du thème démoniaque, j'en conviens. En tout cas, cela vous explique pourquoi elle porte ce type de t-shirt là. Mais sans plus tarder, parlons de son autre grand-père, à savoir Son Goku en personne, qui s'est fait assez discret dans le trailer, mais qui est quand même à remarquer. D'ailleurs, ce plan-là que vous voyez à l'image, il a fort heureusement tourné sur les réseaux, mais dans le trailer, il est très difficile à percevoir parce que ça va très très vite. Et l'intégralité des 4 plans que je vous montre là nous indique quelque chose de très important par rapport à ce film. C'est que nous avons très certainement sous nos yeux là la révélation de qui est le Kara designer du film Dragon Ball Super Super Hero. Pour le film Dragon Ball Super Broly, c'était monsieur Naohiro Shintani, vous vous en rappelez tous, son nom a été encensé. Eh bien, grâce à ces plans-là, il n'y a presque plus aucun doute sur le fait que nous sommes en face de Monsieur Kubota Shikashi. Ce nom ne vous parle peut-être pas, il avait quand même accordé des interviews en France, je vous mettrai quelques liens en description si je n'oublie pas, mais surtout ce mec, Monsieur Kubota Shikashi, a travaillé sur le film Dragon Ball Super Broly. Et il a fait d'ailleurs certains des meilleurs plans du film en matière visuelle, dont notamment du Broly face à du Gogeta, la scène culte qui a été refaite de Broly écartant les bras et qui est en train de développer son ki en forme full power / légendaire, c'est un gage de qualité pour le film Super Héros, même si on en discutera dans une autre vidéo, la qualité visuelle du film nous laisse assez songeurs et mène à beaucoup de discussions, mais en tout cas c'est annonciateur de qualité si suite à Dragon Ball Super il est apporté, parce que là maintenant à sa tête on a des mecs comme Monsieur Kubota, des mecs comme Monsieur Shintani qui sont extrêmement compétents, et d'ailleurs en parlant de Shintani, il est peut-être même possible que les deux collaborent sur Super Hero, car certains Kara Design peuvent nous laisser penser que Shintani serait aussi sur le coup de Super Hero. Bref, on ne le ressent pas forcément en regardant la 3D de ce trailer là, mais il y a des choses dans l'ombre qui sont potentiellement en train de se préparer et qui pourraient annoncer un avenir visuel radieux pour Dragon Ball Super, mais cela je le traiterai aussi plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas, ce plan-là nous montre très probablement ce que la CGI de Super Hero aura de mieux à nous proposer plus ou moins lorsqu'elle est retouchée par un animateur et un artiste 2D pour ressembler à quelque chose auquel on a plus l'habitude, pour avoir des personnages qui n'ont pas l'air trop dénaturés, pour avoir un semblant de fluidité dans leurs mouvements, pour avoir des ombres qui, même si elles sont très douces, même si elles nous rappellent certains jeux vidéo, amènent un certain niveau de contraste qui nous rappelle ce que l'on aime bien dans les animés, les mangas et Dragon Ball en général. Bref, vous avez compris, il y a quand même des personnes sur ce film qui ont un bon niveau de compétence et qui essayent de faire au mieux qu'ils peuvent avec les directives et les ordres qu'ils ont reçus de la part de Toei Animation. Mais ces plans sur Son Goku sont aussi révélateurs de quelque chose de très important et on le voit avec la tonalité de couleur assez plutôt rosée, à la planète qui gravite pas très loin de celle-ci et qui est visible, perceptible à l'œil nu depuis le lieu où se trouve Son Goku, et les plans suivants vont nous aider à déterminer où nous nous trouvons, avec l'herbe au sol plutôt bleutée, avec certains arbres et arbustes que l'on peut facilement distinguer sur le côté également de ce visuel-là, que nous sommes tout simplement et purement sur la planète de Beerus. La planète de Beerus, le lieu également de villégiature de Whis, lieu désormais devenu d'entraînement de Son Goku et de Vegeta, respectivement à l'Ultra Instinct et à l'Ultra Ego, mais désormais un nouveau participant à ces joyeusetés est arrivé sur cette planète et est de retour dans Dragon Ball,
à savoir Broly en personne. Il faudra faire pause à un moment très particulier du trailer, à sa 35e seconde, et encore, même à l'intérieur de la 35e, ça va très vite, on peut le rater. Et dans ce combat dans lequel Goku semble très heureux, souriant de ce qui se produit, donc c'est un combat plutôt sans enjeu, un combat plutôt tranquille et détente, eh bien se passe quelque chose d'assez important scénaristiquement parlant pour la suite et l'avenir de Dragon Ball, à savoir le retour de Broly, la poursuite de son écriture, de son développement, aussi bien au niveau de ses aventures que de sa propre puissance. La promesse de Son Goku est tenue et elle est même plus que respectée étant donné que Goku voulait revenir pour s'entraîner avec lui, mais désormais il l'a carrément emmené chez Beerus. La rencontre avec Beerus devrait avoir lieu, à moins que, dans un cas très peu probable, Beerus et Whis ne soient pas au courant, ils aient d'autres affaires à régler ailleurs chez le Daishinkan ou autre, et que pendant ce temps Broly vient se mêler à eux sur cette planète et que la rencontre n'aura pas lieu, ça serait un petit peu dommage, mais en tout cas quelque chose va se déverrouiller ici et une forme de transmission de maître à élève va réellement avoir lieu, ce qui d'ailleurs nous permet de franchir un petit peu plus le cap avec Son Goku qui devient le relais pour la prochaine génération. C'était quelque chose qu'on avait senti dans Dragon Ball Super, en particulier l'animé, avec les filles de l'univers 6 auxquelles il essayait d'apprendre 2-3 trucs, avec les discussions rapides qu'il a eues avec Dende, qui lui a annoncé le fait que Oob était né, qu'il était présent sur cette planète-là, qu'il faudrait le surveiller et le prendre sous son aile plus tard. Cet entraînement avec Broly met encore Son Goku sur la place professeur. Maintenant en plus, il a Pan, même si c'est Piccolo qui la prend en charge, mais il a tout de même Pan aussi à surveiller et pourquoi pas à aider dans son développement personnel. Forcément, cela va éveiller une sorte de fibre presque paternelle en Son Goku qui, une fois amené devant le petit Oob, va faire office de révélation. En tout cas, pour revenir sur le cas Broly, celui-ci s'entraîne ici. Visiblement, il bénéficie toujours d'un entraînement plutôt basique, en forme bien justement de base, sans transformation, et on peut se demander clairement à quoi s'entraîne-t-il? S'entraîne-t-il simplement à maîtriser des choses qu'il ne connaissait pas originellement, des trucs tout cons pour la Z-Team que même Krillin saurait nous expliquer mais que Broly n'a jamais eu l'occasion d'apprendre, ou alors l'entraîne-t-il et l'éveille-t-il à de nouveaux pouvoirs? On se rappellera que Whis indiquait à Son Goku et Vegeta de s'entraîner en forme de base pour pouvoir évoluer particulièrement vers l'Ultra Instinct, et c'est ce que Goku et Broly font ici. Est-ce que Goku essaye d'initier Broly à l'Ultra Instinct? Tout dépendra de la nature de Broly. Est-il apte à le recevoir ou non? Parce qu'on sait qu'il est un petit peu double. Il a ce côté très pur, très bon, très calme, très apaisé, mais aussi ce côté ravageur et bestial. Est-ce que c'est compatible avec l'Ultra Instinct? Est-ce que Broly n'est pas au final plus fait pour de l'Ultra Ego, ou alors pour jeter tout ça à la poubelle et évoluer à sa manière avec des pouvoirs uniquement mortels? Du côté du Ikari, du SSJ Full Power comme il l'appelle officiellement, un mix des deux, Full Power Ikari pour donner naissance à une espèce de SSJ4 réécrit et redessiné version Dragon Ball Super. Tout cela pourrait commencer à avoir naissance dans le film Super Héros par le biais de ce nouvel entraînement. En tout cas, mes très chers devins, vous avez aujourd'hui entre vos mains le fruit de mon analyse, de mes multiples visionnages de ce trailer-là, de mes recherches par-ci par-là à droite et à gauche, et j'espère de tout cœur qu'elles vous ont aidé à y voir plus clair, à mener la réflexion au-delà de ce que le trailer a pu nous mettre sous nos yeux en simplement 50 petites secondes. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire si vous avez remarqué d'autres secrets par rapport à ce trailer-là que je n'aurais pas soulevé, d'autres remarques, pourquoi pas théories qui viendront alimenter mes futures et prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à aller jeter un œil à Surfshark VPN. Si vous avez besoin d'un VPN, eh bien pourquoi pas privilégier celui-ci. Je ne vous le cache pas que ça va aider fortement ma chaîne YouTube si vous passez par mon lien et mon code promo en description. Je remercie ces derniers, Surfshark, d'avoir sponsorisé la vidéo du jour, mais aussi et surtout je vous remercie vous d'avoir été là du début à la fin. Je remarque d'ailleurs que ça va être une vidéo assez longue et vous connaissez la règle, comme avec les reviews Dragon Ball Super mensuels du manga. Quand il y a sur ma chaîne une vidéo qui dépasse exceptionnellement la durée des autres, eh bien j'y mets un petit mot de passe pour voir qui est resté du début à la fin. Et du coup je me suis dit qu'on va mettre Super Oreo. Vu que le petit gars au début il a l'air de vouloir créer un super héros et qui bouffe des Oreos à l'appel, eh bien on va partir sur ça, Super Oreo. N'hésitez pas à me laisser ça en zone commentaire, je comprendrai du coup qui est resté du début à la fin et je vous en remercie du fond du cœur. Pour que votre soutien à cette vidéo à la chaîne soit maximal, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.